Allô à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon Grain de Sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie de tous les jours, mais bien plus encore. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, à travers nos discussions, nous donnons notre avis, nos conseils, notre pincée de sel sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de s'en sentir bien dans un environnement en santé. Je suis très contente de vous retrouver pour la seconde partie de cette émission sur les bienfaits de la nature sur la santé mentale avec Colline. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite à aller l'écouter. C'est l'épisode 6 de Mon Grain de Sel. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Du coup, moi je voudrais juste revenir justement sur toi, ta prise de conscience du début au moment où tu sais, t'as commencé à te dire ah ouais c'est vrai c'est ouf et tout machin. Genre ton expérience personnelle, de quand ça a commencé et genre autant et pourquoi t'en es là aujourd'hui quoi. Ce que je disais au début, c'est que j'ai grandi au milieu de la nature et c'était super. Et j'ai des souvenirs où, avec mon frère et ma soeur, on est dans les champs, on se met de la gadoue partout, trop chouette et tout. Donc déjà, c'est ancré en moi, voilà. Et après, j'ai eu une partie de ma vie où j'ai dû aller dans un lotissement, en garde alternée. Je pense que, sans le savoir, je ressentais vraiment un manque de la nature. Parce qu'être entassée au milieu de plein de maisons en béton, je ne connaissais pas et avoir du goudron partout, c'était pas naturel pour moi, mais je n'avais pas du tout conscience, je pense. Et après, le jour où j'en ai vraiment pris conscience, c'est en 2017, je suis partie dans les Pyrénées faire un woofing et j'allais pas très bien, je trouve que j'avais, pas une rupture amoureuse, mais c'était pas foufou, j'étais pas très bien. En fait, j'étais au milieu de rien, j'étais tout en haut d'une montagne avec une petite maison et un monsieur qui avait un vrai rapport avec la nature où il avait capté quoi, ce qu'il fallait faire et pas faire, avec les animaux aussi, parce que il n'y a pas que les arbres, il y a les animaux aussi, les insectes, c'est tout ça. Et en fait, lui, il vivait avec ses chevaux, c'était des chevaux de travail, donc ça avait du sens ce qu'il faisait avec ses chevaux, il faisait pas du saut d'obstacle pour s'amuser, il travaillait avec ses chevaux et ses chevaux étaient récompensés et tout avait du sens. Il avait un potager, du coup il avait tous ces légumes qu'il faisait lui-même à la main, qu'il cultivait lui-même, donc ça avait aussi du sens et donc j'ai participé à ça. Et après il était au milieu de la nature quoi, et surtout des sapins, donc des conifères. Et je me sentais bien, et je sais pas pourquoi, je me sentais bien, j'avais de l'énergie et je trouvais que tout avait du sens. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'avais les mains tout le temps pleines de terre, donc il y avait forcément les bactéries de la terre qui m'envoyaient plein de sérotonine, qui stimulaient tout ça. J'étais au milieu de conifères, et donc là je vais préciser quelque chose, c'est que les arbres, en fonction de s'ils sont des feuillus ou des conifères, ils vont vous apporter différentes choses. Les conifères, ça va être... ils vont envoyer beaucoup d'énergie. Donc les conifères, c'est tout ce qui a des petites épines et tout. Ouais. Et les feuillus, ils vont vous calmer, vous apaiser, vous déstresser. Donc par exemple ici, on est entouré de feuillus, hein, clairement. Et donc on est souvent très zen ici. C'est beaucoup plus pratique. Mais on est une famille qui dort tout le temps, alors des fois je me dis, ça se trouve, c'est parce qu'on n'avait pas assez de conifères, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et donc, par exemple, je fais une petite parenthèse, dans les sylvothérapies, ou autres, à partir du moment où on va prendre la nature pour se faire du bien, par exemple, un enfant hyperactif, on va pas l'emmener dans une forêt de conifères, parce que ça va accentuer le truc et ça va pas lui faire de bien. Un enfant hyperactif, faut l'emmener dans une forêt de feuillus, et ça peut vraiment l'apaiser et tout. Une personne en dépression, on va l'emmener dans une forêt de conifères pour la remotiver et tout. Et voilà. Donc pendant ce woofing, je me dis juste, c'est marrant, je vais bien, c'est marrant, ça va mieux quoi. Donc voilà. Je suis partie à un autre woofing. Pareil, c'était dans la nature et tout, mais il y a beaucoup de choses qui avaient plus trop de sens, voilà. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de retourner dans le woofing d'avant, parce qu'il y avait quelque chose qui me faisait du bien là-bas. Je savais pas trop encore quoi. Et du coup,
des années après, je me suis retrouvée dans d'autres expériences comme ça où j'étais au milieu de la nature, coupée de tout en fait, des ondes des portables. Je pense que c'est très important. Et j'étais coupée enfin j'étais au milieu de la nature quoi. Et par exemple en Corse aussi, je me suis retrouvée au milieu du maquis corse pendant 3 mois, mais j'ai eu aucun souci on va dire d'anxiété ou de stress. Ça allait bien et je pense que c'est que je dormais au milieu d'arbres hyper ressourçants. Enfin, c'est pas que ça, mais en partie pour ça quoi. Et du coup voilà. Et c'est quand est-ce que je me suis rendu compte vraiment que c'était pour ça. Je sais pas trop, c'est... enfin, Mais après, il y a pas... Genre, ça a été progressif, ta prise de conscience, j'imagine, parce oui, que... c'est ça. Enfin, moi, je t'avais rejoint dans ton premier woofing, et genre, clairement... Enfin, je savais que t'avais vécu une période difficile, et donc, du coup, c'était compliqué pour toi, tu vois. Moi, en plus, je suis venue te rejoindre littéralement parce que j'avais vécu une rupture, et donc, du coup, j'avais besoin... Je me suis dit, c'est ma copine qui est juste à côté, genre, autant la rejoindre, tu vois. Et ça m'a fait grave du bien, je suis pas restée aussi longtemps que toi. Mais genre, c'était hyper ressourçant, tu vois. Et encore aujourd'hui, maintenant, même si je suis restée qu'une semaine, j'en parle hyper régulièrement, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi qui était très marquant avec ce woofing là. C'est 2017, hein, ça date. Ouais, ça date un peu. 2016. Non, 2017. Non, 2017, c'est 2017. 2017, et genre, du coup, je parlais de ma sensibilité, je peux être sujette aux insomnies, aux petites crises d'angoisse, des familles, tout ça, tout ça. Et du coup, je suis allée voir des hypnothérapeutes et tout. Et c'est là aussi peut-être où j'ai commencé à en prendre conscience. Et on m'a demandé en fait de choisir un lieu, choisir quelque chose qui me fait du bien. Mais ce woofing, mais enfin, ça a été une évidence à chaque fois. Je repense enfin, du coup, j'essaie de penser aux 5 sens qui étaient tout le temps éveillés là-bas. Il y a l'odeur il y avait des chevaux, donc l'odeur des chevaux, le toucher, le contact avec les chevaux qu'on caressait. Et j'ai eu j'ai vu plein de chevaux dans ma vie, mais c'est ceux-là en particulier parce que ceux-là, ils avaient vraiment un sens sur la terre et ils travaillaient pour... ils s'occupaient de faire le foin et... Enfin, de venir chercher le foin et tout. Tout avait un sens et du coup, c'est avec ces chevaux-là que je voulais... Enfin, qui me faisaient du bien. Et après, il y avait la vue que j'avais aussi là-bas sur une étendue de forêts, de sapins et tout. Et quand l'hypnothérapeute m'avait demandé de penser à un lieu qui me faisait du bien, c'était évident que ce soit celui-là. Et puis j'ai découpé aussi il y avait aucun lien avec ma famille, avec ma rupture amoureuse ou quoi. Enfin, j'étais vraiment coupée. Et, et c'est peut-être là aussi où je me suis dit, tiens, c'est marrant, le lieu qui me fait du bien, c'est au milieu de nulle part, au milieu de la nature, sans réseau, enfin, c'est voilà. Et après, je suis repassée par des périodes aussi où ça allait un peu moins bien. Et elles étaient toujours alimentées par... toutes les ressources que je trouvais, c'était toujours des choses, des endroits ou des lieux qui étaient très calmes et avec personne autour, pas de ville. Donc il y a en Corse par exemple, où il y avait une petite rivière, où c'était que des feuillus aussi, les arbres qui étaient là. Et avec un petit cours d'eau et donc voilà, c'est dans les moments où ça va le moins bien à chaque fois que je prenais conscience que vraiment ce qui me fait du bien c'est la nature. Et donc là par exemple avec le confinement de l'année dernière, de mars, j'étais chez moi, ici pareil à la nature, et ça allait globalement bien pendant le confinement. Et en fait il a fallu que je me retrouve en Ardèche au milieu de rien pour que tout le stress du confinement que je n'avais pas vraiment vu, que j'avais pas exprimé. Ouais, c'est ça, que j'avais pas du tout exprimé, est ressorti et a rejailli alors que j'étais seule au milieu de nulle part. Et en fait, c'était parfait parce que j'étais au milieu de nulle part, donc j'étais avec avec des étendues de forêt et tout, et j'avais cette ressource, mais en fait, c'était celle qu'il me fallait, c'était de pouvoir aller marcher dans la forêt, à me vider la tête et à pouvoir, je l'ai pas fait, mais crier très fort, ça fait du bien parce que les arbres ils sont là pour accueillir tout ce que t'as envie de... Oui, puis ils étoufferont ton cri en soi aussi, Ouais, ils le prennent quoi. Exactement. Et du coup,
Et là, je me suis dit, ok, ce qui me fait du bien, c'est... Enfin, j'ai pas trop remarqué, ok, ce qui me fait du bien, c'est d'aller marcher, me courir dans la forêt, dans la nature. Après, enfin, je dis la forêt, les arbres depuis tout à l'heure, mais en fonction de chaque personne... Il y a de l'eau aussi. Ouais, voilà. Enfin, moi, ma meilleure amie, ça va être la mer. Elle va avoir un besoin de voir la mer. Enfin, et moi, la mer, bon, bah, enfin, j'aime bien, mais pas plus que ça. Et la mer diffuse aussi ces ions négatifs dont on parlait. C'est parce qu'il y a l'eau qui vient se casser et c'est... Ouais. Mais justement, je voulais rebondir sur ça, tu vois, justement sur l'eau. Du coup, j'ai écouté c'était une discussion, un podcast aussi, et où il parlait du surf. Et genre ça, tu comprends aussi pourquoi. Moi, je connais des gens qui font du surf, je connaissais des... Enfin voilà, j'ai vécu à Bordeaux, donc voilà, il y en a beaucoup que je connais qui surfent à Biarritz et tout. Et genre, c'est des gens, ils passent leur journée dans l'eau. Vraiment leur journée. Du matin au soir, ils passent leur journée dans l'eau. Alors que le surf, enfin genre tu te lèves, c'est 4 secondes quoi. Mais c'est juste, je pense qu'au bout enfin pour ces gens-là qui sont souvent nés près de la mer et tout ça, je pense que t'as aussi le côté genre, t'es né près de la mer et donc du coup t'as besoin de ça. Et genre, du coup, ce besoin d'être dans l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et genre, j'étais là, ouais, c'est ouf. Et là, je donne un exemple, et c'est hyper marrant, c'est que mon oncle, il en avait parlé une fois de ça. Bon, c'est quelqu'un qui exprime pas beaucoup de choses, mais genre il en avait parlé de ça et il disait en fait quand il est dans sa jeunesse, toute sa jeunesse, il passait sa vie à la mer et tout machin. Et quand donc il vivait à Rennes, même ma mère et mon oncle ont grandi à Rennes, en centre-ville et tout machin. Ils avaient de la chance, ils avaient un jardin dans le centre-ville de Rennes. Mais du coup, il allait hyper souvent à la mer avec ses potes et tout ça. Il a fait de la plongée, enfin il était hyper sportif et tout. Et il y allait tout le temps, parce qu'il avait pas la mer juste à côté. Mais maintenant qu'il vit à Saint-Nazaire, enfin il vit pas à Saint-Nazaire, il vit pas très loin de Saint-Nazaire, sur la côte là-bas, et ben il est presque jamais à la plage. Mais comme il y a la mer juste à côté, il a juste ce truc de oh bah elle est là, je sais qu'elle est pas très loin et j'ai pas forcément besoin d'y aller. Mais genre c'est quand même marrant que finalement il ait choisi de se poser genre aussi près de la mer. Et même à un moment donné, il avait une opportunité de travail à Nantes, il est jamais allé, tu vois. Alors il y a plein de choses, il y a plein de raisons, tu vois, personnelles, machin et tout. Mais genre, c'est comme si il avait toujours ce besoin d'être proche de la mer, si elle n'est pas juste à côté. C'est genre ce sentiment de savoir que tu peux y aller à tout moment. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais adoré à Marseille, c'est que j'allais pas forcément tous les jours à la plage, mais genre je descendais la Canebière et genre j'étais dans le vieux port, quoi. Et genre si agréable, bon, t'as l'odeur du poisson, t'as l'odeur du port et tout ça, et genre Marseille, c'est une ville qui m'a... Mais littéralement, c'est une ville solaire, tu vois. Ouais. C'était genre juste, c'était un besoin, j'avais besoin de prendre ce truc-là. Bordeaux, la dernière année à Bordeaux m'avait tuée, quoi. Elle m'avait assassinée, elle m'avait mis au plus bas, genre c'était la pire idée de toute ma vie de rester dans cette ville. Genre vraiment, une ville d'ailleurs qui n'est pas très 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 verte, qui n'a pas beaucoup de nature, c'est très compliqué, il y a très peu d'arbres dans cette ville, et genre justement c'est une grosse problématique je trouve. Et genre vraiment j'avais vraiment besoin de changer quoi. Et genre Marseille, qui est une ville justement pas très verte mais qui est juste à côté de la mer, elle a cette énergie enfin je pense il y a des gens qui détestent Marseille, mais ouais c'est ça, après c'est à chacun de trouver, enfin là je pense que, enfin oui c'est à chacun de trouver ce qui lui fait du bien dans la nature. Je pense que, enfin moi j'ai beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage et qui ont besoin d'être dans la nature verte, un peu bretonnante, je pense, enfin, très clairement. Ouais. Même si moi vraiment là, je commence à me poser des questions. Est-ce que je vais vraiment partir de la Bretagne, sachant que, enfin pour aller, je sais pas, dans le sud de la France où il y a plus de soleil et tout. Parce que vraiment, là, je commence à prendre conscience que les forêts en Bretagne et la verdure qui existe en Bretagne, c'est vraiment apaisant quand même, ça a vraiment des vertus. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, du coup, enfin, quand on entend la nature, c'est vrai que souvent, enfin, moi, je sais pas, je pense à la forêt, mais c'est vrai qu'il y a vraiment la mer qui est très importante aussi pour plein de personnes. Et j'ai une anecdote assez rigolote sur l'eau, justement. En fait, donc je ne citerai pas mes sources car c'est très confidentiel. En fait, dans mes proches, j'ai un proche qui travaille avec les logements
on appelle ça. Sociaux. Logements sociaux, merci. Je commence à me fatiguer. En fait, j'adore mon C'est le matin, Colline. C'est ça. Dans mes proches, j'ai quelqu'un qui travaille avec les logements sociaux. Et donc, un jour, ils se sont rendus compte, c'est marrant, il y a une famille qui a des centaines d'euros déboursés dans l'eau. Et ils se disaient, mais c'est bizarre et tout. Et donc, ils ont décidé d'aller voir cette famille-là, qui était donc issue de l'immigration. Et en fait, la famille venait d'arriver en France et avoir une baignoire dans leur salle de bain. Et ils avaient constamment, la baignoire était ouverte et l'eau du robinet qui était ouverte. Donc t'avais de l'eau qui coulait en continu. Et en fait, ils ont expliqué, mais nous, on vient d'un endroit où il y avait une petite cascade près de chez nous. Et on n'est pas venu en France parce que c'est mieux en France, parce qu'on a dû quitter notre pays, voilà. Et cette cascade nous manque, et en fait, c'était notre lieu à nous, ça nous a du bien. Donc, il y a... c'est le fait qu'il y a le bruit, le toucher aussi, enfin l'eau. Et puis parce que quand l'eau se casse, elle crée aussi session négative. Et du coup, je sais plus comment c'est terminé. Comme quoi, c'est aussi très très important les points d'eau. Et quand on va faire de l'hypnose ou même en méditation guidée, j'avais déjà entendu ça, qu'avoir un lieu avec de l'eau, c'est très important. Moi, je sais que les lieux très importants pour moi, c'est les rivières où on peut se baigner. Donc pas les rivières en Bretagne, par exemple. C'est pour ça que je pense que je vais pas rester en Bretagne. Vraiment uniquement, vraiment pour ça en plus. Mais en Corse, il y avait une rivière et j'y allais tout le temps, tous les jours, parce que c'était hyper ressourçant. Et pareil, l'Eyrieux en Ardèche, c'est une rivière hyper ressourçante, elle est chaude, elle est pas très... elle est pas stagnante, mais c'est pas une rivière très vive, quoi. Et c'est vrai que l'eau, c'est aussi très très important, quoi. Ouais, mais ça, c'est un truc, tu vois, genre, quand tu discutais avec mon copain, genre, si tu devais choisir un endroit où, tu vois, genre, à un moment donné, tu passes le reste de ta vie, tu vois. Tu finis ta vie dans un endroit et tout machin. Et c'est lequel que tu choisirais? Et moi, genre, sans aucune hésitation, je choisirais la Dordogne. La raison pour laquelle, c'est que, genre, il y a la rivière, donc il y a l'eau, il y a le fait que tu puisses aller faire, tu peux faire du paddle, tu peux aller faire du canoë-kayak, tu peux aller faire plein de trucs et tout machin, tu peux te baigner dedans. Et le fait que ce soit au milieu de la nature, de la campagne, tu vois. Et je trouve que c'est juste, pour moi en tout cas, c'est très personnel, c'est l'équilibre parfait entre deux choses que j'aime énormément, profondément. Genre, et je me dis, tu peux avoir une super, enfin voilà, genre, un terrain où tu peux faire ton jardinage, faire ton truc et tout. Tu peux avoir ta petite maison, ou même avec d'autres gens, tu vois, genre pas forcément tout seul. Et genre, je trouve que c'est parfait. Après, il y en a des amis qui vivent là-bas, dans le Périgord. Et ils disent que l'hiver c'est très long parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens et tout machin, mais c'est vrai que l'été c'est très vivant en fait, comme région. Mais je me dis en même temps, je trouve que c'est un bon équilibre, le moment de l'hiver où finalement il faudrait plus le prendre comme je prends le temps, je me ressource, etc. Et pas forcément s'empêcher d'aller dehors, parce que c'est pas parce que c'est l'hiver que tu peux pas aller dehors. Comme là, tu vois, genre, on disait juste ce matin en arrivant, c'est beau, il fait froid, il fait quoi, 2 degrés, il fait froid et tout machin, genre t'as la brume du matin, t'as le soleil qui se lève et tout. J'ai dû dégeler ma voiture, mais genre j'avais froid et tout ça, mais je sais pas, genre c'est hyper agréable, c'est un moment hyper agréable de sortir le matin, genre en hiver. Ouais. Je sais pas, c'est une sensation que j'ai toujours adoré, même s'il fait froid, j'ai toujours adoré cette sensation-là. Et du coup, bon après, ça c'est un autre truc de la vie, apprendre à se lever tôt, mais pour pouvoir profiter, mais c'est vrai que, genre, c'est vrai que le dimanche c'est un peu difficile, je t'avoue que genre ce matin, j'étais là, putain. Ouais. Allez. Mais je sais pas, genre, il faut... C'est comme c'est une période difficile, enfin, tu vois, au Canada, franchement, on en parlait souvent, tu travailles, et en plus, ils finissent beaucoup plus tôt le travail. Ils commencent plus tôt, mais ils finissent vers 16h et tout, parce que 16h, en hiver, la nuit, elle est tombée, tu vois. Ouais. Et donc, t'as vraiment l'impression que ta journée, elle est finie. On en parlait beaucoup avec mon copain, genre, la journée, elle est finie, quoi. Et du coup, t'as l'impression que tu manges, tu vas au lit. Ouais. Et c'est hyper bizarre. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, c'est que on est... Enfin, c'est vraiment cette année que je commence à prendre conscience que, ouais, t'as vraiment deux... Enfin, tu peux pas rester tout le temps avec le même emploi du temps, quoi. Faut s'adapter.
Parce que si, là j'ai vraiment pris conscience que oui, faut sortir, tu peux pas rester 5 jours d'affilée chez toi à rester sur ton ordi et tout, c'est pas possible. Au-delà du fait de me dire que c'est pas possible, mon corps me le rappelle, donc je n'ai plus le choix en fait. Et, et là par exemple, il y a eu plein de soirs où, en fin de semaine là, où je ne pouvais pas aller dehors parce qu'il faisait nuit, mais c'est hyper frustrant et du coup je me suis dit, ouais, du coup faudrait que je me lève plus tôt quoi. Mais c'est plein de choses que tu dois changer et t'adapter en fonction de la nature. Ouais. Ben, c'est ça en fait. En gros, en fait, comme on vit dans une société qui est réglée par l'heure et plus par le lever, le coucher du soleil, en fait, tu te lèves, tu vois, tu travailles de, je sais pas, de 8... Chez nous, c'est plus 9 heures, mais on est en France, hein, faut pas trop nous en demander. Tu commences à 9 heures et tu finis à 17, 18 heures, tu vois. Et genre, en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on commence à comprendre que tu peux pas faire ça toute l'année. C'est ça. Il faut que en fait, si on change, il y a le changement d'heure du coup en octobre, et si tu changes d'heure pour l'hiver, eh bien adapte les horaires en fonction du soleil. Parce que les gens, ils vont être 10 fois plus actifs et 10 fois plus éveillés s'ils commencent à travailler quand le jour se lève et qu'ils finissent quand la journée se termine. Enfin, le soleil se couche. Et là, avec les 2 personnes avec qui je vis pendant le confinement, là, il y a plusieurs soirs, on se dit à 20h, bah vas-y, moi je me coucherais bien. Mais en fait, on est tellement réglé sur bah non, faut se coucher à 23h. En fait, il y a 2 heures tous les soirs où je ne sais pas quoi faire et du coup, j'en peux plus des écrans donc je fais autre chose. Mais clairement, je pourrais aller me coucher. Je repense au woofing où t'avais été. On se levait super tôt. On se levait à 7h pour aller traire les chèvres et après on se couchait à 21h. Et tout avait un sens. Et le matin c'était hyper dur, mais quel bonheur d'aller passer du temps avec des chèvres et tout, et puis d'aller faire le fromage, c'était trop bien. Mais c'est vrai que je pense que là ce matin, je sais pas, j'étais réveillée à 8h30, mais je me suis rendormie. Parce que il fait froid et parce que oui, la flemme, et parce que hier soir j'ai traîné hyper longtemps. Je me suis couchée tard parce que les réseaux sociaux et parce que... Ouais, c'est ça, les écrans te laissent éveiller genre super tard. Je sais que moi aussi, je me suis couchée très tard la veille et ce matin, c'était difficile, mais genre, il fallait que je me lève. Mais par contre, j'ai remarqué, alors peut-être c'est depuis le Canada, moi je suis quelqu'un qui dort très longtemps, enfin qui dormait très longtemps surtout quand j'étais chez ma mère, donc dans la maison où j'ai grandi. Et je dormais jusqu'à 11h, tu vois, genre vraiment, j'étirais mon dodo, quoi. Et maintenant, depuis le Canada, déjà parce que au début, j'ai eu beaucoup de mal à dormir, j'ai vécu une période très difficile mes premiers mois au Canada. Et genre, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à dormir. Et, et du coup, je me levais super tôt. Je me levais super tôt, à 8h, tu vois. Et j'ai gardé cette habitude-là. Et maintenant, même aujourd'hui, je travaille, j'ai pas de travail, en fait, je me lève toujours à 8h. Ok. Et en fait, je me sens pas forcément plus fatiguée et j'aime bien en fait me lever à 8h parce que j'ai plus de temps pour faire des choses et tout machin. Je sors, tu vois, genre, je fais ma petite vie de femme au foyer parce que littéralement c'est ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Avec ton tablier, ton serpent. Ouais, de ouf, tu vois, genre je fais tous mes trucs moi-même, genre voilà, je m'occupe de mes petites plantes, je fais ma petite compote, je fais mes petits trucs, tu vois, je fais plein de trucs. Après, j'adore ça, tu vois, parce que je fais des trucs avec mes mains et tout ça, j'adore cuisiner, moi j'adore la bouffe, genre littéralement, j'adore ça. Et genre, je sors, je vais faire mes courses, en plus, j'ai de la chance, j'ai le jardin des plantes juste à côté de chez moi, donc vraiment, genre, un bonheur de pouvoir aller dans cet endroit-là, de pouvoir voir, oh tiens, ils ont rajouté cette plante-là, oh, c'est beau et tout. Genre, qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien avoir la même chez moi, tu vois. Et je sais pas, genre, en fait, finalement, ma journée, je la trouve complète. Et justement, tu parles du fait que tu sais pas quoi faire pendant 2 heures avant de te coucher. En fait, je me retrouve à des fois à faire à manger hyper tôt. Et à 19h30, on mange. Alors que moi, genre, toute ma vie, c'était... non, mais attends, genre, c'est les vieux qui mangent à 19h et tout machin. Et en fait, pas forcément. Moi, je mange parce que, genre, soit j'ai envie de faire à manger, donc je sais que ça va me prendre du temps, soit parce que j'ai faim. Et je mange parce que j'ai faim. Et au Canada, tu vois, ils mangent à 6h. Et après, ce qui est marrant, c'est que du coup, ils mangent super tôt, mais après, ils font plein de trucs avant de se coucher. Et il y a un autre truc que je trouve qui est finalement, genre, je les ai beaucoup critiqués, les Nord-Américains. C'est-à-dire, quand je mangeais à 17h ou 18h, quand j'étais aux États-Unis, je faisais putain, vous faites chier, c'est à 20h le dîner, tu vois. Mais en fait, c'est pas si con que ça, parce que ça laisse le temps de digérer. Ouais. Et nous, on mange super tard, et en fait, justement, ça peut troubler notre sommeil.
de fait de manger, Oui, c'est pas bon ça. Et en fait, je pense que justement tout ce truc de penser à sa santé mentale, mais la santé du corps est super importante aussi. Il faut qu'on réapprenne, pardon, je sais plus parler, qu'on réapprenne à écouter notre corps, tu vois, genre tu manges quand t'as faim, tu te couches quand t'es fatigué. Non mais c'est ça, et faire en fonction de la nature quoi, enfin moi ça commence à me paraître évident que genre là il y a plusieurs soirs où les deux personnes avec qui je vis ils regardent la télé et tout, je me dis mais moi perso je suis fatiguée, enfin je vais pas me forcer à rester plus longtemps éveillée, enfin si je suis fatiguée je vais me coucher et puis voilà. Et, et c'est vraiment, c'est vraiment cette année. Alors, est-ce que je veux dire merci au coronavirus? Je ne sais pas. Je sais pas si un jour je lâcherai un merci pour ça, mais enfin, je me rends vraiment compte que non, je le savais. J'avais vu à plusieurs woofings que avec la nature et avec le soleil, c'était hyper bénéfique pour notre bien-être, quoi. Et je l'avais un peu laissé de côté en me disant, je pense inconsciemment, je le ferai mais plus tard. Et là cette année, je peux potentiellement le faire et du coup je vois bien que ça fonctionne. Enfin là je suis full angoisse, full angoissée par le confinement et tout. Enfin voilà. Et en fait je me suis pas forcément forcée. Je suis allée tous les jours dehors au moins 1 heure et je me suis couchée un coucher et levée un peu avec le soleil. Enfin voilà, c'est des trucs minuscules, mais les effets sont. Ça fait du bien. Bah oui, je pense qu'à tout moment, si j'avais pas du tout suivi tout ça, j'aurais clairement pu faire une grosse dépression et tout. Mais là, je suis pas du tout en dépression, je suis en mode. Je suis juste angoissée normalement à cause de. Enfin, un peu plus, mais. Je suis angoissée normalement. À cause du contexte et à cause de l'incertitude, à cause que tu viens d'avoir un nouveau membre dans ta famille et que tu peux pas le voir. Enfin, c'est des choses normales, mais je pense que c'est parce que j'ai écouté vraiment. Enfin, j'ai passé du temps avec la nature, j'ai passé du temps dehors, je me suis bougée physiquement aussi, que ça a permis d'apaiser énormément de choses. Et du coup, voilà. Et enfin, c'est ce que je te disais l'autre fois. Et genre, il y a des fois où, enfin, pour les personnes qui connaissent les crises d'angoisse, où t'as une montée d'angoisse, mais tu te dis, mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Et moi, ici où je suis, j'ai la possibilité de crier, mais hyper fort. Et je l'ai fait une fois, enfin, je suis pas allée crier, et j'ai chanté, mais à tue-tête, mais hyper fort je sais pas comment on dit son, du Sia. Ouais. Mais cette chanson, mais genre, du coup, je me suis posée au milieu d'une prairie, j'ai pris mon casque, donc je m'entendais pas chanter, et j'ai gueulé tout ce que j'avais, donc clairement, mon seul public était des arbres, mais ça m'a fait un bien fou. Je suis revenue chez moi, j'étais morte de rire parce que ça faisait trop du bien, quoi. Et c'est ça aussi qui est chouette avec les grands espaces verts, avec la nature et tout, et c'est pour ça qu'il faut qu'on la garde, il faut qu'on garde tout ça, c'est que ça nous permet de pouvoir faire ça, quoi. Enfin, ça nous permet de tout ça, quoi. Ouais, puis en plus, enfin, genre, le fait d'avoir de la nature comme ça, ces grands espaces à côté de toi, genre, il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité de partir très loin pour pouvoir avoir, genre, se retrouver dans un endroit différent, tu vois. Et c'est genre, tu pars en vacances pour te ressourcer, mais en soi, t'as pas forcément besoin de partir très loin pour pouvoir te ressourcer, pour prendre du temps et tout. Et je pense que justement, genre, dans l'épisode avec Manon, on disait, oui, il faudra repenser les événements, etc. Mais en fait, il faudra aussi repenser nos déplacements et genre de se dire que ben j'ai pas forcément besoin de partir super loin pour me ressourcer. Parce qu'à la base, les vacances, à l'origine, c'est genre pour te prendre du temps pour toi, pour te poser, pour arrêter de penser au boulot, machin et tout. Parce qu'on parlait du fait que les gens en ville, ils sont hyper stressés, machin et tout. Donc quand ils partent en vacances, ils partent loin, loin de la ville et tout ça. Mais je pense pas que t'aies besoin de partir très très loin pour prendre du temps et aller mieux, tu vois, genre mentalement. Et alors que juste à côté, genre, on vit quand même dans un pays avec des paysages magnifiques, des paysages hyper diversifiés. Pour un pays de la taille de la France, on a des montagnes, on a la mer, on a la campagne, on a des rivières, enfin genre c'est extraordinaire la diversité de paysages et de nature qu'on a, et la biodiversité aussi, qui a beaucoup disparu à cause de l'exploitation des ressources, mais... Hier soir, j'ai vu une chouette. Oh non, trop bien. Ouais, mais oui,
Bon, allez, j'introduis ma mère dans le podcast. Merci maman, parce que, en fait, quand on était petit, enfin voilà, on a toujours été chez des amis, machin, à sortir le soir, et du coup à rentrer le soir de nuit. Et j'ai gardé ce truc-là de si je rentre en plein phare dans la campagne, enfin si je conduis dans la campagne et que je suis en plein phare, c'est pas pour qu'on me voit ou pourquoi, c'est parce que à tout moment je peux voir des animaux et c'est trop chouette. Et genre, hier par exemple on avait une chouette, une fois j'ai eu des chevreuils et tout, c'est trop cool. Et c'est vrai que on a la chance d'avoir un pays hyper riche en faune et en flore et ça nous apporte énormément, enfin c'est pareil, ça nous apporte pour notre bien-être à nous quoi, c'est trop, tu mets enfin et puis je pense que c'est quelque chose qui est universel, tu mets n'importe qui devant un champ avec des chevreuils qui passent, enfin personne ne peut se dire ouais bof. C'est trop cool, genre. Forcément ça te procure un plaisir, ça te dit waouh ça c'est la vie et tout, c'est trop bien, c'est trop bien, enfin c'est du coup voilà, même une biche, enfin c'est trop chouette. Alors, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, comment pour reparler un peu des arbres, j'ai quand même eu plusieurs expériences avec les arbres et ce que ça peut nous offrir. Par exemple les ginkgos, donc c'est l'arbre le plus robuste du monde, c'est trop beau. Il a survécu à, alors est-ce que c'est Tchernobyl, Hiroshima, je sais plus, un des trucs horribles comme ça. Il y a survécu et c'est un arbre très très résilient. Ouais, très très vieux. Et en Ardèche, près de Alboussière, c'était pas ça le nom du village, mais c'était juste à côté. Il y a un couple qui a acheté et rénové une vieille grange et tout, et ils avaient un grand terrain, et dedans ils ont planté plein d'arbres, et donc aujourd'hui les arbres ils sont très grands, je sais pas, ça doit faire 20 ans, 30 ans qu'ils ont fait ce projet-là. Et ils ont planté les arbres d'une certaine manière, avec des nombres d'orges, et il a essayé de nous expliquer, on n'a pas trop compris. Toujours est-il qu'à un moment il y avait un cercle d'arbres qui était très très grand, et c'était que des ginkgos mâles, parce qu'il y a des ginkgos femelles et des ginkgos mâles. Ginkgo femelles c'est un peu évasé, étalé, les ginkgos mâles c'est très c'est très haut et très je sais pas comment on dit ça, très vertical, voilà, tout simplement. Et je l'ai su après que les ginkgos ça amène la communication, ça facilite la discussion des hommes. Mais je l'ai su après, et en fait avec ma sœur on était allé visiter ce petit jardin et tout. On s'est posé là, à cet endroit-là, au milieu de tous les ginkgos, et on a parlé de sujets qui pour moi étaient très douloureux et très compliqués à aborder et tout. Et tout était très fluide, on a vraiment pu parler. Voilà. Et après, on a lu le carnet sur les ginkgos et on a vu facilite la communication et tout. Et j'ai trouvé ça fou parce que quand on est venu là, on ne le savait pas. Enfin, quand on est venu au milieu de ces ginkgos-là, on ne savait pas qu'on allait parler. On savait pas qu'on allait parler de choses difficiles. Et c'est après que j'ai compris que vraiment c'était les ginkgos, toute l'énergie des ginkgos qui a fait qu'on a pu. On s'est senti à l'aise et en sécurité pour parler. Moi je trouve ça fou perso. Et ça m'est arrivé. Donc là, à ce moment-là, je n'en avais pas conscience et ça m'est arrivé une autre fois avec un autre endroit au milieu de la nature. C'était une forêt près de Dourdin, donc en Ille-et-Vilaine. Forêt de queue de chêne pratiquement, queue de chêne et pratiquement que de ça, donc des arbres plutôt déstressants et apaisants et tout. Et j'étais avec mon copain et il fallait que je parle d'un truc dont je voulais pas parler et tout, et on est passé 1 heure à se balader dans la forêt et je me suis sentie complètement à l'aise pour parler et dire tout ce que j'avais. Je me sentais en sécurité et c'est sûr et certain que la nature a joué là-dessus, quoi, sur ces discussions qui n'étaient pas possibles autrement que ici, quoi. Et moi je trouve ça fou, quoi. Non mais ouais, c'est vraiment plus je pense que plus tu t'y intéresses, plus tu te rends compte que genre c'est fascinant et la nature est fascinante et genre je comprends pas comment on peut s'en détourner, tu vois, comme on s'en est détourné autant, tu vois. Elle nous a apporté tellement de choses
Du coup, ça me rend... En fait, finalement, ça me rend triste de voir qu'on s'en détourne. Mais j'ai une petite... Enfin, je sais pas, j'ai comme une lueur d'espoir. Dans le sens où, genre, après, on parlait après le confinement, où il y a beaucoup de gens d'une génération, pas notre génération, mais génération plutôt trentenaire, etc., qui commencent à dire qu'ils veulent repartir à la campagne, etc., genre repartir en fait dans la nature et tout, machin. Et ça me donne de l'espoir dans le sens où j'en parle beaucoup autour de moi. En fait, c'est le début du changement des imaginaires de, en fait, être bien dans sa vie, réussir sa vie, entre guillemets. Je déteste ce terme, mais en tout cas, réussir sa vie, c'est pas vivre dans un grand appartement et avoir une grosse voiture, etc. C'est se sentir bien dans sa peau au milieu d'un environnement qui nous donne une bonne énergie, quoi. Et reprendre conscience de tout ça. Et je pense que notre génération et la génération qui est genre juste après nous, là, ça vient parce qu'on sait que de toute façon, on vit dans un monde qu'on nous laisse... Enfin, c'est une catastrophe, tu vois. On nous laisse dans un monde catastrophique, dans un état catastrophique. C'est hyper anxiogène. On en parlait la dernière fois et j'en ai parlé en plus avant-hier au téléphone. On est une génération hyper anxieuse, mais je pense que c'est parce qu'on a conscience de plein de trucs et que on sait que le monde est super compliqué, mais du coup on sait aussi que on a une responsabilité énorme sur nos épaules et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on se tourne vachement vers la nature, etc., parce que inconsciemment, comme je disais au début, on sait que ça nous fait du bien et on sait aussi que c'est elle qui va nous apporter la réponse. On a la réponse, elle est là, la solution elle est là. On la connaît depuis, mais genre super longtemps, tu vois. C'est la sobriété, c'est revenir à quelque chose de plus simple, c'est genre reprendre conscience de soi, prendre conscience de son corps, etc. Ne plus se détacher de son corps comme on le fait depuis tellement longtemps. Genre, je lisais le livre de... Ça n'a rien à voir avec la nature et tout, mais c'est le livre de Mona Chollet, Beauté fatale. Et dans un des chapitres, elle parle justement de ce détachement du corps qu'on fait, tu vois, où le corps n'est plus qu'une enveloppe et elle ne fait plus partie de nous. Et le truc, c'est qu'il y a quand même je sais pas qui est ce dicton, mais genre, il faut se sentir bien dans son corps. Enfin, c'est un corps sain. Ah voilà, le truc du un corps sain, une âme saine dans un corps sain. Voilà, je vois. C'est ce truc-là. Mais c'est vrai. Un esprit sain dans un corps sain, voilà, c'est ça. Je parle d'âme, mais... Un esprit sain dans un corps sain, et genre si toi dans ton corps physiquement ça va vachement aider aussi ce que t'as dans ta tête, tu vois, parce que et inversement, parce que tu ressens vraiment physiquement quand ça va pas, quand t'as quelque chose qui va pas, genre t'as mal, enfin toujours mal quelque part, etc., et tu sais pas pourquoi t'as mal, mais il y a plein de... J'ai une histoire comme ça, c'est quelqu'un que je connais qui racontait, en fait sa mère elle avait je veux pas dire raconter de bêtises, mais en gros, genre, elle avait un problème au niveau de son cou, si je me souviens bien, et en fait, c'était une grosseur, quoi. Et elle savait pas d'où ça venait, tout machin, elle avait plein de médecins, etc. Et C'était pas la thyroïde? Je sais plus exactement ce que c'était, c'est pour ça que je veux pas trop m'avancer sur cette histoire, et en fait... Parce que la thyroïde, c'est lié aux émotions. Et en fait, à un moment donné, enfin, tu sais, les médecins, évidemment, genre, ta première réaction en tant que médecin, c'est d'essayer de trouver une solution médicale, scientifique, etc. Et en fait, c'est juste qu'elle est plus dans son couple, dans sa famille, elle allait plus bien, et donc du coup, elle a pas pété un câble, mais elle est partie, quoi. Et c'est parti. Ah ouais. Et genre, et elle allait mieux après, tu vois. Et en fait, je pense que ton corps, comme on dit que genre, le corps, c'est le moyen que t'as pour toucher, ressentir les choses. C'est par là que passent toutes enfin, tu vois, les émotions de la nature et tout ce que te transmet la nature, et ton corps aussi il t'envoie beaucoup de messages, donc non mais c'est sûr, bah le truc du coup, enfin je sais pas si c'était la même chose, mais à la rentrée, mais c'est quand même assez drôle parce que dans notre groupe d'amis, on m'a quand même plusieurs fois dit que je me connaissais très bien et tout, et à la rentrée j'avais le cou mais qui était gonflé comme jamais, et j'étais stressée, mais je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive, en plus un petit peu hypocondriaque sur les bords, j'étais en mode ça y est, genre une maladie hyper grave et tout, mais c'était juste des choses qui se passaient dans ma tête, j'étais pas là en train de me morfondre, en train de pleurer et tout, je me disais juste qu'est-ce qui se passe avec mon cou, quoi. J'avais la mâchoire qui se contractait et tout, enfin machin, je me suis dit, je psychotais, j'étais mais qu'est-ce qu'on m'a donné à mon insu et tout, enfin voilà. Et en fait, je suis allée chez le médecin, et dans la salle d'attente, j'étais en mode
ok, c'est bizarre, je commence à avoir envie de pleurer. Et je me mets devant le médecin me reçoit. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, je sais pas. Et là, je me suis effondrée et mon cou, il était toujours un peu gonflé. Mais elle m'a dit, bah voilà, c'est juste ça en fait. C'est juste que vous débordez d'émotions et votre corps essaie de vous le montrer de telle façon. Alors, moi, mon corps me l'avait déjà montré par d'autres façons, mais je les avais pas. Enfin, c'est toujours très différent. Et du coup, voilà, je trouve que ces phénomènes-là où le corps va nous montrer que ça va pas par un symptôme, donc là c'est le coup, moi je sais pas, j'ai eu des abcès, je sais pas, il y a des gens qui vont avoir des cheveux blancs, il y a des gens qui vont avoir des courbes, comment ça s'appelle, des tensions au niveau de... Des courbatures, non? Ouais, je sais pas, j'ai eu ça récemment, des petites tensions dans les jambes, il y en a qui vont avoir des pupilles hyper dilatées et tout, et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont visibles, qu'on peut ressentir, et c'est des choses aussi qui se retrouvent dans la nature, qui vont aussi, c'est pour, en gros, j'essaie tout simplement de dire qu'on est clairement en lien avec la nature, et notre fonctionnement est clairement le même que dans la nature. Là, hier, mon beau-père, il nous racontait qu'il avait vu un super petit reportage où, en gros, ils avaient remarqué que les coccinelles, c'était rigolo parce que elles mangeaient, elles se déplaçaient à 6 mètres, pour aller manger autre chose. Du coup, ils se disaient, le reportage disait, mais pourquoi font-elles ça? Et en fait, c'est qu'il y avait des petites plantes, les petites plantes qu'elles mangeaient, elles diffusaient un produit, un truc, elles diffusaient des molécules toxiques pour la coccinelle, et ces molécules-là, pour pas qu'elle les mange, et ces molécules-là, elles sont efficaces que jusqu'à 6 mètres. Et du coup, les coccinelles, elles vont se déplacer jusqu'à 6 mètres pour pouvoir remanger cette petite plante-là. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Ouais, je vois. Mais en gros, ça prouve que la nature aussi, elle est capable de diffuser des choses ou d'émettre des choses. Comme nous, notre corps le fait avec nous, il va être capable de déclencher une tachycardie si on est trop stressé, il va être capable de dilater nos pupilles. Et la nature, c'est pareil. Pour dire que elle est pas moins importante que nous, quoi, que nous les hommes, elle fonctionne pareil. C'est juste, peut-être qu'elle va pas parler ou quoi, mais si on s'intéresse vraiment à la sylvothérapie, la nature a une aura, je crois. une aura, comme nous les hommes, et c'est prouvé. Et voilà, moi je veux qu'on conserve notre petite nature, c'est super important. Ouais, non mais je dirais que c'est le mot de la fin. Ouais. On va s'arrêter là. C'était passionnant, moi j'ai adoré, c'était trop bien. C'est cool. J'espère que ça vous a plu, à vous aussi, vous qui nous écoutez, et je vous retrouve la prochaine fois dans un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, le partager, me suivre sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écoutés. Si vous voulez être au courant de l'actualité de Mon Grain de Sel, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @maenagero, ou vous pouvez aussi suivre toute l'actualité sur mon site podcast-mongraindesel.com. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.